à quoi pourrait-on s'attendre par rapport à ce Coco-Cola? Quel serait peut-être le contenu? Je ne sais pas si c'est une bonne question ou pas, mais quel pourrait être le contenu de l'adresse du président, un grand ons? Quels seraient les enjeux de ce Coco-Cola à Port-Bouët? Est-ce qu'il est là? Excuse-moi, je t'entends. Dis-moi, tu disais. Oui, en fait, je disais que on sait que le mois de juin est un mois super important quand même vis-à-vis de l'échéance électorale. Il y a la publication de la liste définitive, enfin la liste électorale définitive. Et puis aussi, on a le congrès du RHDP qui va nous dire le candidat officiel du RHDP. Je pense que c'est un secret de polichinelle, mais bon, voilà. Et donc, moi, j'ai trouvé très, très important que le président Laurent Gbagbo parle avant ça. Et donc, comment vous analysez effectivement le Coco qui arrive le 7 juin et quels seraient pour vous les enjeux de ce Coco là? Quel serait peut-être le contenu? En fait, quelle serait la nouvelle dynamique vers laquelle on va nous orienter, le président va nous orienter, par exemple? Bon, il y a une chose qui est sûre, on est déjà en mode de bataille. Ouais. Donc, c'est la même dynamique. Seulement, je pense que, tu sais, le mois de juin, c'est un mois important. C'est un mois important à double titre. Voilà. Et le 7 juin, le président nous a déjà tenu en note de bataille par rapport à ce qui est en train d'arriver. Donc, je pense qu'il va nous faire l'état, je ne dirais pas l'état des lieux, mais l'état de l'avancée des discussions dont il a parlé, et puis nous donner l'orientation. Tu sais, il y a un proverbe qui dit, même si moi, mon grand-père, c'est pas mon grand-père qui m'a dit, mais il y a un proverbe qui dit que la danse qui vient vers toi, là, faut pas te presser pour aller vers elle, puisqu'elle vient vers toi. Pour dire quoi? Pour dire que ce que nous devons faire en tant qu'Ivoiriens pour récupérer notre pays, nous allons le faire. Ça, c'est clair. Et le mouvement que le président a créé là, c'est justement pour accompagner cette mouvance-là, c'est-à-dire vers la récupération de notre pays par les moyens légaux. Ça, c'est clair. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que, comme tu l'as dit, c'est que les polichinelles, Alassane Ouattara, faut pas qu'on rêve, faut pas qu'on se fasse des illusions, il va se représenter. Ça là, c'est clair. Il n'a mis aucun de ses successeurs sur orbite pour qu'on puisse même ne serait-ce que avoir d'autres intentions concernant son remplaçant pour dire bon, voici tel gars qu'il a démarqué, on voit qu'il est en train de prendre de la place, il prend du coffre, on sent qu'il est en train de, voilà, on lui a donné la main. Non, tout le balayage que Ouattara fait, tu vois, c'est pour qui? Le fait d'affronter même, je dirais, l'ONU. Voilà, on a vu l'émissaire de l'ONU qui est venu, on a vu les recommandations au sorti de ces différents entretiens avec la CEI, avec Ouattara, les partis politiques et tout ça, tu vois. C'est encore consultable, hein, mais tu vois que Ouattara s'entête. Mais moi, je crois que il y a une parole de la... Un grand, on t'entend plus, hein. Tu es là? On t'entendait plus, là. Tu es là? Non. Ah, c'est bizarre, ou c'est chez moi que ça bug, peut-être. S'il vous plaît, mettez good live. Ah, ça coupe. C'est bizarre. S'il vous plaît, mettez good live en commentaire, s'il vous plaît, et puis tapotez aussi, s'il vous plaît. Le temps qu'ils reviennent,
il a dit un truc important quand même. C'est comme si Ouattara, il est en train de se préparer à une défiance de l'ONU. Bon, je sais pas si je pense que j'ai bien entendu, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, un grand Isaac? Tu as la même analyse ou pas? Est-ce que Ouattara se prépare pour défier les institutions internationales? Ou est-ce ne sont-ils pas plutôt de mèche? Non, mais au fait, c'est le rapport de force. Attends, ton micro. euh, C'est le rapport de force, au fait, qui va qui va déterminer, au fait, l'orientation de Ouattara. Aujourd'hui, là, il joue le jeu, au fait. Si vous remarquez, voilà pourquoi, je dis, ces derniers temps-là, on n'arrête pas de sensibiliser les gens, de sorte à pouvoir se gonfler à bloc sur une marche de Paris, au fait, que les gens du RHDP sont en train d'organiser. Vous voyez, et ils le font en France. Et tout ça, là, c'est fait vraiment exprès, hein. C'est tout calculé, quoi. Parce que plus le mouvement a de la résonance, ça donne beaucoup plus d'éléments quantitatifs et qualitatifs, voilà, à Ouattara de prouver que lui, entre guillemets, il est majoritaire alors qu'il n'est pas, au fait. Parce que si l'opposition ne joue pas, ne réplique pas, au fait, à tous ces mouvements ces derniers temps-là, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, le CAP, avec la sortie du CAP, jusqu'au 21, lors de leur congrès du RHDP, ça va lui donner beaucoup plus d'élan et il pourra faire vraiment ce qu'il veut, quoi, démontrer à la communauté internationale que voilà, c'est lui qui est là. Et puis bon, eux, de toutes les façons, c'est leur pion. Qu'on ne veuille ou pas, il y a personne d'autre qui pourra mieux garantir les intérêts de cette communauté internationale-là en Côte d'Ivoire que Ouattara. Il n'y a personne d'autre. C'est vrai, on a tendance à parler d'une autre personne, mais je me dis aujourd'hui, là, dans la posture dans laquelle le gars se trouve, que les gars se retrouvent, la seule personne qui peut vraiment garantir leurs intérêts, parce qu'il est fortement lié à eux, c'est... Monsieur, votre micro, s'il vous plaît. Désolé. Okay. La seule personne qui peut vraiment garantir leurs intérêts, parce qu'il est foncièrement lié à eux, c'est Alassane Ouattara, quoi. Donc, eux, ils observent, ils vont regarder qu'est-ce que le peuple ivoirien décide vraiment, qu'est-ce que l'opposition a à leur proposer par rapport au mouvement de masse, par rapport au rapport de force. Si l'opposition n'arrive pas à imposer leur rapport de force, ça va donner beaucoup plus de crédit, quoi, à Alassane et il pourra en faire vraiment ce qu'il veut par rapport vis-à-vis de la communauté internationale. Voilà, c'est ce que moi je vois. Ouais, effectivement, c'est ça, hein. C'est le rapport de force. Et le rapport de force se joue sur le terrain, c'est-à-dire chacun va démontrer sa force. Et Ouattara, comme lui, il a, comment dire, la puissance du pouvoir, enfin, comment je vais dire ça? Il a le pouvoir en main, donc il a plus de facilité, il a plus de moyens, on va dire. Donc, c'est à son avantage. Mais qui se tiennent bien parce que nous, on va pas se laisser faire. Et si c'est en matière de mobilisation, voilà, je pense que Laurent Gbagbo n'a rien à apprendre de Ouattara, quoi. Voilà, et des militants. Nous, on mobilise sans pain ni sardine. Donc, c'est un peu ça. Et le grand Kipré, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses voilà, de ce sujet-là en matière de mobilisation? Bon, c'est vrai qu'on a un peu dévié du sujet principal qui est l'anniversaire du président Laurent Gbagbo, mais Laurent Gbagbo lui-même, c'est la politique. Laurent Gbagbo, c'est la politique même. Donc, bon, à un moment donné, tout se confond et puis bon, voilà quoi. Ouais. Bon, moi, personnellement, déjà concernant, comment je peux dire ça, le RHDP,
sais pas si je veux dire leur convention ou quoi. En tout cas, moi, mon souhait même, c'est que Ouattara se présente. Voilà, parce que déjà même changer de candidat, ça va nous faire réajuster nos stratégies. Ou bien notre stratégie, parce que je pense que Laurent Gbagbo, avec son bagage, je pense pas qu'il ait une seule corde à son arc, ou bien qu'il ait préparé une seule stratégie. Je pense qu'il a plusieurs choses. Voilà. Et il y va doucement, doucement. Maintenant, pour revenir au 7 juin par rapport au PPACI. Bon, moi, j'observe de façon générale, chaque fois que Laurent Gbagbo, depuis qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, chaque fois qu'il est sorti, il a procédé d'une certaine façon. C'est-à-dire, il dénonce déjà les choses, et puis derrière ça, il demande une certaine mobilisation. Parce que comme lui-même il a dit dans son dernier discours, tu ne vas pas là où on t'attend. Donc je pense qu'il a son plan, mais il pousse le bouchon, c'est-à-dire jusqu'à la dernière minute. Il a dit que le 7, il va encore dénoncer, encore essayer d'attirer encore plus de gens vers son mouvement, c'est-à-dire vers lui. Mais on n'aura pas réellement le mode d'action réel. C'est-à-dire, il va toujours, le sujet principal, ça sera d'être prêt. Voilà, c'est ce que je pense réellement. Parce que Gbagbo, c'est un syndicaliste. Bon, les hommes politiques en Côte d'Ivoire, genre, ceux que j'ai connus là, je connais. En tout cas, quand il était président, il y a eu 2 syndicalistes. Il y a eu Oufo Boigny, lui qui a fait le jeu, mais derrière, il y a Laurent Gbagbo. Moi, je pense qu'avec tout ce qu'il a traversé, je pense qu'il est suffisamment armé pour... je pense qu'il est prêt, voilà. Il est prêt, mais comme il ne peut pas faire la bataille seul, il essaie de nous donner les armes, c'est-à-dire, chaque fois qu'il parle, il va venir dénoncer et puis montrer le bien fondé de la lutte. Ou bien pour ceux qui ne savent pas, ou bien pour nous qui savons, il va encore réveiller, nous donner un peu plus d'énergie. Donc je pense que c'est ce qui va se passer le 7. Voilà. Mais le jeu lui-même va se jouer après la désignation du candidat du RHDP. C'est à partir de là qu'on va voir clairement la ligne. Parce que Ouattara, selon moi, excusez-moi, je dis que c'est... Je ne sais pas comment je dis ça, mais je pense que il y a tellement d'enjeux qui se jouent que personne n'a réellement la même mise sur lui. C'est-à-dire que c'est pas Macron seul qui lui dicte, c'est les autres. Et il y a tellement d'enjeux, donc il se permet de jouer la montre jusqu'à la dernière minute. Donc on est dedans, quoi. Mais j'ai confiance au bon sens et à la vision du président Laurent Gbagbo. Donc je me dis que je suis patient. Je sais que le moment venu, il va... Voilà, je pense qu'il nous guide sur la bonne voie. Le moment venu, il va étaler son plan clairement. Et puis nous tous, on saura. Voilà. Ok, merci beaucoup pour cette intervention. Effectivement, le président Laurent Gbagbo, il a un sens politique très, très aiguisé. Donc, voilà, nous, on est à l'écoute. Nous sommes des militants très, très disciplinés. Enfin, des militants. J'espère bientôt je serai militant parce qu'il faut que je prenne ma carte PPACI. Donc, c'est tout commun. Je vais tout faire. D'ici la fin de la semaine prochaine, déjà, il vais tout faire pour prendre ma carte de militant. Enfin, en tout cas, faire la démarche. Et puis, bon, d'ici là, je vais recevoir la carte. Bon, en fait, là, comment dire, on sait que le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale pour un soi-disant braquage. Bon, on sait que ce braquage n'a jamais existé. On sait que ce braquage n'a jamais eu lieu et qu'il a été plutôt question d'une réquisition de la Banque centrale. Et donc, moi, ce que je voulais faire ici, c'était de présenter une vidéo parce que, bon, même si les gens savent, la répétition est pédagogique. Et puis, bon, je pense qu'il y aura aussi peut-être certains qui ne savent pas et qui sauront aujourd'hui qu'est-ce que c'était vraiment la réquisition de la BCEAO. Donc, je vais passer la vidéo. Parce qu'en fait, tout est lié. Hein. Le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale parce qu'ils ont jugé qu'il a braqué une banque. Mais bon, nous, dans notre camp, nous, on ne va pas dire ça. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais braqué de banque.
il a réquisitionné la BCEAO. Donc, je vais passer la vidéo. Je vais vous demander de tapoter pendant que la vidéo sera en train de jouer parce que, bon, souvent, ils ont tendance à restreindre mon live quand je passe des vidéos. Donc, allez, bon visionnage à vous. Un instant. Bon, en fait, je pense que je vais jouer l'audio. Je vais tout simplement jouer l'audio parce que, bon, c'est un peu complexe là. Donc, voilà, bonne écoute à vous. Créer les faits dans leur réalité. Côte d'Ivoire, janvier 2011. Réquisition de la BCEAO versus braquage de la BCEAO. Je fais cette vidéo pour réinscrire les faits dans leur réalité historique. En effet, le pseudo-braquage de la BCEAO, au motif duquel le président Laurent Gbagbo a été radié de la liste électorale, n'a jamais eu lieu. Dans les faits, en sa qualité de président élu par les Ivoiriens, puis investi par le Conseil constitutionnel, Laurent Gbagbo a signé un décret portant réquisition de la BCEAO. Suivons ensemble cet extrait pour savoir ce dont il était question exactement. Je vais donner lecture d'un décret pris cet après-midi par le président de la République. Décret 2011-29 du 25 janvier 2011 portant réquisition de la Direction nationale ainsi que des agences nationales de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCEAO, et du personnel national. Le président de la République de Côte d'Ivoire, vu la loi numéro 2000-513 du 1er août 2000 portant constitution de la République de Côte d'Ivoire, vu la loi numéro 63-04 du 17 janvier 1963 relative à l'utilisation des personnes en vue d'assurer la promotion économique et sociale de la nation, vu le décret numéro 63-48 du 9 février 1963 portant application de la loi numéro 63-04 du 17 janvier 1963, vu le décret numéro 2010-309 du 5 décembre 2010 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2010-312 du 6 décembre 2010 portant nomination des membres du gouvernement, vu l'urgence, décrète. Article 1er. La Direction nationale et les agences de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé BCEAO, sur toute l'étendue du territoire de la République de Côte d'Ivoire, ainsi que le personnel ivoirien en activité dans ces agences, sont requis pour compter du 25 janvier 2011 afin d'assurer les services ordinaires, y compris les opérations, avec la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur. Article 2. Il est établi à la prise de possession des locaux un état descriptif et, s'il y a lieu, un inventaire en présence du directeur national de la BCEAO ou de son représentant, ou à défaut, d'un représentant de la municipalité. Ces documents sont signés contradictoirement par le représentant de l'autorité requérante et les personnes subvisées. L'un des exemplaires sera remis à la BCEAO ou à celui agissant pour son compte, et l'autre exemplaire est conservé par l'autorité requérante. Article 3. L'autorité requérante et ses représentants sont tenus au secret professionnel pour tous les renseignements confidentiels dont ils peuvent avoir connaissance, notamment sur le fonctionnement de la BCEAO. Article 4. Les dispositions du présent décret qui prennent effet à compter de la date de signature sont applicables pendant une période de 3 mois. Article 5. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense et du service civique et le ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié selon la procédure d'urgence ainsi qu'au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan, le 25 janvier 2011. Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire. Bien, monsieur le ministre, vous pouvez nous faire un commentaire sur ce décret? Bien. Alors, de quoi s'agit-il? Quel est l'objectif visé par ce décret? Comme vous le savez, depuis le 23 décembre 2010, à Bissau, en Guinée-Bissau, le Conseil des ministres de l'UEMOA a pris une décision qui consiste à retirer les signatures sur les comptes de l'État de Côte d'Ivoire, la BCEAO, aux personnes normalement habilitées à le faire, c'est-à-dire aux comptables publics de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Cette décision, bien sûr, est illégale. Nous l'avons récusée et nous continuerons de la récuser. Nous estimons que le Conseil des ministres n'a pas à connaître de ces sujets politiques. Il s'agit, pour ce Conseil-là, de se prononcer sur des sujets d'ordre économique, monétaire et financier.
Donc nous avons récusé cette décision et nous continuons de la récuser. Alors, nous avons introduit bien évidemment une action auprès de la Cour de justice de l'UEMOA à Ouagadougou et cette requête est pendante, alors que nous attendons que le cas soit réglé. Le 22 janvier, la conférence des chefs d'État se réunit à Bamako et cette décision est entérinée. Nous continuons bien évidemment à récuser cette décision. Nous, à ce que nous sachions, l'UEMOA n'a aucunement compétence en matière de contentieux électoral, donc nous ne pouvons que la récuser. Alors, une conséquence de cette confirmation que nous récusons, c'est ce qui s'est passé ce matin. Alors que nous avons déposé des valeurs à la BCEAO pour que l'État puisse fonctionner normalement, la BCEAO reçoit un courrier de M. Dibi Kofi Charles à l'effet de suspendre toutes ces opérations, à l'effet de couper la Côte d'Ivoire du système de compensation. Donc, nous devions aujourd'hui régler les pensions de nos aînés, les retraités. Et voilà que ça n'a pas été possible. C'est une décision criminelle. Nous ne pouvons accepter cela. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas parce que la Côte d'Ivoire a décidé de mettre de côté une partie de sa souveraineté en confiant sa politique monétaire à l'UEMOA qu'il faut paralyser son économie pour affamer les Ivoiriens. Ce n'est pas acceptable. Et d'ailleurs, nous devions aussi financer une opération contre le choléra à Adjamé, à Katiola, à Mankono. Ce n'est pas possible. À cause de cette opération, c'est inacceptable. C'est inacceptable et nous continuons de nous battre. L'État de Côte d'Ivoire est debout pour faire fonctionner la BCEAO. C'est le sens de cette réquisition. L'État est debout, la Côte d'Ivoire fonctionne et demain la BCEAO va ouvrir. Il fallait que le président de la République prenne ses responsabilités et c'est ce qui a été fait. Nous ne pouvons supporter ça. Demain la BCEAO sera ouverte. Nous tenons à rassurer les Ivoiriens. Le système bancaire va fonctionner normalement. L'État de Côte d'Ivoire a pris quelques dispositions à cet effet. Côte d'Ivoire, janvier 2011. Donc, c'est un peu ça, en fait, ce qui s'est passé. En fait, la réquisition de la BCEAO était non seulement légale, mais il y a même eu, elle s'est faite en la présence du ministre de la Défense, du ministre de l'Intérieur, elle s'est faite en présence des représentants du ministère de la Défense. Le ministère de la Défense, je ne sais pas si c'est... Le ministère de la Défense, c'est la police ou c'est la gendarmerie? Je ne sais plus exactement. Le ministère de l'Intérieur, je crois c'est la gendarmerie. En fait, je suis un peu perdu, je ne sais plus trop. Mais l'un ou l'autre, l'un c'est la police, l'autre c'est la gendarmerie. Et aussi en présence du ministère de l'Économie et des Finances. Et il y avait aussi le ministre Kone Katina. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire que c'est pas un braquage. La police et la gendarmerie étaient là quand ils sont allés le faire. En plus, il y a eu un état descriptif et quand cela avait été nécessaire, il y a eu un inventaire des lieux. Ça, c'est un. Mais qu'est-ce que c'est que la réquisition? La réquisition même est un procédé légal dans les textes de la BCEAO. L'État décide de laisser une partie de sa souveraineté, une partie de sa souveraineté monétaire à la CEDEAO, à la BCEAO, pardon. Et donc, quand ce faisant, l'État doit quand même garder des moyens de pouvoir garder le contrôle sur ça. Donc, c'est écrit dans la législation. Et donc, c'est en usant de cette législation parce qu'ils avaient coupé les signatures. Ils avaient interdit, ils avaient, enlevé la possibilité à l'État ivoirien, en tout cas au régime Laurent Gbagbo, de pouvoir accéder à de l'argent, à la BCEAO. Ils avaient même fermé les agences. Donc le but, c'était d'effondrer le pays, d'empêcher le président de payer les salaires des fonctionnaires. En fait, de créer une insurrection tout simplement. Mais légalement, le président Laurent Gbagbo a usé de la réquisition pour lui permettre d'avoir accès aux fonds. Parce que la BCEAO, c'est la banque des banques. C'est la banque qui permet d'alimenter les banques commerciales comme la BCC, la Société Générale, etc. Donc, si l'argent n'arrive plus, comment on fait? Comment les banques commerciales font pour payer les salaires? Comment, par exemple, la Société Générale fait pour payer les salaires des fonctionnaires? Parce que la plupart des fonctionnaires sont à la Société Générale. Comment on paye les fonctionnaires? Voilà un peu le principe. Le but, c'était c'est-à-dire que vu que les gens n'allaient pas recevoir leur argent, ils allaient sortir pour se plaindre. Et eux, ils allaient utiliser leurs médias pour communiquer à fond dessus, pour dire le peuple ne veut plus du régime Gbagbo. Mais le président Laurent Gbagbo et les gens qui étaient à côté de lui ont trouvé une solution. Et c'est cette histoire-là qui fait qu'aujourd'hui, son nom n'est pas sur la liste. Laurent Gbagbo n'a jamais braqué la banque. Jamais de la vie.
Donc, voilà un peu mon petit exposé avec un peu de colère, quoi. Voilà, un peu de colère quand même, parce que moi, je trouve ça inadmissible de dire que un homme, un grand homme comme Laurent Gbagbo, un digne républicain, comment lui prêter des intentions de braquage, c'est ahurissant, quoi, en fait. Moi, je trouve ça quand même petit de la part de ces gens-là. Les gens d'en face, c'est-à-dire, ils n'ont aucune morale, quoi. Voilà. Je ne sais pas, quelle est votre réaction sur la vidéo qui vient de passer bon, je vais commencer par le grand Hans qui vient juste de monter. Je ne sais pas si on m'entend bien, mais tu as fait un brillant exposé. Voilà, tu as démontré par A plus B que l'acte qu'a posé le président Laurent Gbagbo est très loin de s'apparenter à un braquage. Voilà, et comme je l'ai dit, Laurent Gbagbo l'a dit, il faut qu'on respecte les lois et les constitutions, et il faut qu'on respecte la constitution et les lois qui en découlent. Voilà, et l'acte qu'il a posé colle parfaitement, obéit parfaitement à la constitution et à la loi qui en découle. C'est pour ça qu'il a été difficile de le prendre à défaut. Quand on l'envoie à l'AE, là, on n'a pas pu trouver une décision qu'il a prise qui s'est faite en dehors de la loi ou en dehors de la Constitution. Il est très respectueux des lois et de la Constitution. Donc, en réquisitionnant la BCAO, il ne faisait rien d'illégal, rien d'anormal. Il n'enfreignait aucune disposition de loi. Bien au contraire, il faisait corps avec la loi qui lui permettait de poser un tel acte. C'est ça la valeur du président Laurent Gbagbo. Bien évidemment, comme il fallait trouver de quoi l'accuser, les gens ont inventé. Tu sais, quand tu prends les rapports de la BCAO sur l'exercice 2010-2011, le rapport a été certifié par un cabinet international, KPMG. Tu vas voir qu'à la période susmentionnée, nulle part, on ne voit que la BCAO se plaint de sa trésorerie. Il n'y a aucun préjudice qui a été causé. Tu comprends? Donc, si la BCAO n'a pas été sujet à un préjudice, comment est-ce qu'elle fait pour se constituer partie civile dans un procès contre le président Laurent Gbagbo? On ne m'a pas volé. Pourquoi je dois accuser quelqu'un forcément? Tu vois ce que je veux dire? Et à partir de ces rapports-là, on peut déjà innocenter et blanchir le président Laurent Gbagbo. Parce que l'institution qui a été mise à mal, qui aurait été mise à mal, ne trouve aucun préjudice dans sa trésorerie. Tu vois? Parce que tout ce qui a été fait l'a été dans les règles de l'art, l'a été en toute conformité avec la loi en la matière, la réglementation en la matière. Donc, comme il faut, comme tu l'as dit, hein, trouver les poux sur la tête d'un chauve, ils ont tout fait pour accuser le président Laurent Gbagbo d'un braquage qui n'arrive même pas à justifier, à démontrer jusqu'à preuve du contraire. Et bien évidemment, ceux qui sont derrière cet odieux montage sont ceux-là même qui ne veulent pas le voir rempiler, voilà, à la course à la présidentielle. Donc, ils ont créé ce procès-là qui a débouché sur son éviction de la liste électorale. Mais tout ça, ce n'est pas bon. Tout ça, ça ne rend pas serein le processus électoral. Pourquoi on doit utiliser les entourloupes pour exclure des candidats? Tu vois, c'est ça que nous dénonçons. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'arriver aussi bas. Hein, on n'a pas besoin d'arriver aussi bas pour éliminer un candidat. Les seules personnes habilitées à éliminer un candidat, en tout cas qui veut se présenter à la présidentielle, il y a un organe qui est là. Il faut laisser l'organe jouer son rôle et puis laisser les Ivoiriens choisir. Voilà. Mais quand on fait des gymnastiques pour faire ça, même ça n'honore même pas la Côte d'Ivoire. Tu vois, je veux dire, la Côte d'Ivoire est devenue un État quelconque. La justice ne fonctionne plus sur la base de la loi, alors que c'est la loi qui cadre la justice. Mais la justice même là, c'est bon, vraiment, c'est déplorable, hein, c'est déplorable. Mais nous, en tout état de cause, nous n'allons pas baisser les bras. On va continuer à décrier, à dénoncer ces états de fait. Et puis, il faut que le président Laurent Gbagbo soit réinscrit dans ses droits. Voilà, il faut que la vérité et toute la lumière soient faites. Et puis bon, ça n'en sera que bien pour la démocratie. Merci un peu.
Ouais, merci beaucoup, grand, pour cette intervention. Voilà. Il y a la grande sœur Riri qui vient d'arriver. Bienvenue à toi. C'est ton panel, hein. Voilà. C'est ton panel. Les partisans du président Laurent Gbagbo, c'est leur panel ici. Bon, tout le monde peut monter, hein. Voilà, tout le monde peut monter, mais voilà, ici c'est Gbagbo, quoi. Ici c'est Gbagbo. Donc, on va écouter la grande sœur Riri en même temps pour qu'elle nous donne son avis. Voilà. Si vous permettez, hein, les grands frères Kilpré et puis Isaac. Voilà. On va d'entrée de jeu écouter son avis un peu sur la question de la réquisition. Voilà. Ok, bonjour à tous et joyeux anniversaire encore au président Laurent Gbagbo. Voilà, mes vœux que je pourrais formuler en son encontre sont des vœux de santé, de longévité surtout. Voilà. Donc, par rapport à cet audio qu'on vient d'entendre, je peux dire que c'est juste un complot contre la personne du président Laurent Gbagbo. Parce que le RDR, à sa tête, le Dramane Ouattara, ne savait pas que le président Laurent Gbagbo allait sortir victorieux de la CPI. Il ne savait pas qu'il allait sortir victorieux de la CPI. Donc, par conséquent, si le président Gbagbo sort, forcément, il y aura des élections. Il va se présenter et certainement, il va remporter les élections. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre un plan pour ternir encore l'image du président Laurent Gbagbo. Et c'est ce qu'il a fait. Comment dans un pays, un état de droit, on peut accuser un démocrate d'être un braqueur? C'est du jamais vu. Et de surcroît, faire le jugement en son absence, c'est du jamais vu sur la terre. C'est du jamais vu. C'est abuser de son autorité. C'est instrumentaliser, il continue d'instrumentaliser notre justice. Ce qui est fait contre Laurent Gbagbo, c'est de l'injustice, c'est un complot pour ne pas qu'il puisse se présenter lors des élections, parce que ça entache vraiment ça entache sa crédibilité, ça l'empêche, parce que s'il y a une condamnation qui est sur sa tête, il ne peut pas se présenter. Alors que là, tout le monde sait que c'est une condamnation politique, pas une condamnation judiciaire. Gbagbo n'a jamais braqué de banque. Et la banque même s'est prononcée là-dessus. Mais pourquoi ce monsieur-là insiste sur ce braquage-là? Bon, soit ça a été fait. Mais pourquoi ne pas le juger en sa présence? Parce qu'il connaît les conséquences. Il sait que Gbagbo, même s'il juge Gbagbo en sa présence-là, il sait que Gbagbo va sortir victorieux de ce mensonge-là. Donc, il va faire une condamnation derrière le monsieur, il va faire un jugement derrière le président Gbagbo. Donc, pour ma part, moi, je me dis, c'est un complot. Il a peur du président Gbagbo. Il sait que le président Gbagbo va remporter favorablement les élections. Donc, c'est juste mettre des bâtons dans les roues pour ne pas que ce monsieur-là se présente aux élections. Et les conséquences aujourd'hui, on les voit. Hein. Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Sous prétexte, il y a une condamnation qui plane sur lui. Mais de gré ou de force, ils vont enlever cette condamnation. De gré ou de force, le président Gbagbo sera sur la liste électorale. Il sera candidat. Donc, c'est ce que je peux dire pour le moment. Et je tiens à signaler que cette année 2025, Dramane ne pourra pas se présenter. J'ai cru entendre qu'il faille qu'on laisse tout le monde se présenter. Il n'a pas le droit de se présenter parce que il faille qu'on respecte nos institutions, notre constitution que les Ivoiriens avons votée là. Faudrait qu'on amène ce type-là à respecter cela.
Parce que l'article 55 dit qu'il ne doit pas faire plus de 2 mandats. On a accepté les 3 mandats qu'il a fait, qui sont anticonstitutionnels. On doit l'amener à respecter nos lois. Dramane n'a pas le droit de se présenter en cette année 2025. À plus forte raison, empêcher les opposants, les dignes fils de ce pays-là à se présenter, c'est pas normal. Nous allons dire non, nous allons continuer de dénoncer, nous allons faire barrage contre cette forfaiture-là. Nous n'allons pas accepter ça. Trop, c'est trop. Il faudrait que Dramane vraiment arrête sa mascarade-là, parce qu'on ne peut plus continuer dans ce pays-là avec ce régime-là. Parce que se mettre devant tout le monde entier et se comporter de la sorte, ça c'est... En fait, il ternit même l'image de notre pays. Il ternit l'image de notre pays. Il fait que la justice en Côte d'Ivoire n'est plus crédible. C'est pas normal. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Vraiment, cette année, on va pas se laisser faire. Vraiment, cette année-là, nous sommes au dernier virage. Et c'est son dernier virage, Dramane. Il ne pourra pas se présenter. On n'est pas d'accord pour ça. La majorité des Ivoiriens, nous ne sommes pas d'accord avec la décision qu'il veut prendre. Si jamais il ose le faire. Donc, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention très, très poignante, avec beaucoup de faits. Tu as avancé beaucoup de faits. Ils ont jugé le président en son absence, comme s'il ne savait pas où il était. Franchement, je sais pas, t'as tout dit en fait. Et effectivement, en fait, le truc que le grand Kipré a dit, c'est que, en fait, on sait tous qu'il n'a pas le droit, hein. On sait tous que le président Ouattara, Dramane n'a pas le droit de se présenter pour un 4e mandat. Le président Laurent Gbagbo l'a dit, hein, ce serait une horreur. Ce serait une horreur, à juste titre. Mais en fait, est-ce que Dramane l'entend de cette manière? Est-ce que lui, il respecte la loi à l'image du président Laurent Gbagbo? En fait, c'est ça la question qu'on se posait. La question qu'on se posait ici, c'est que est-ce que lui, c'est un légaliste? Est-ce qu'il respecte la loi? Et en fait, c'est la réponse à cette question que le grand frère Kipré a dit, c'est que Ouattara n'a même pas, n'a pas mis en marche la machine RHDP pour mettre en avant quelqu'un qui pourrait endosser ce rôle-là de candidat. En fait, jusque-là, on n'a aucune idée de qui pourrait endosser ce rôle. Donc, là, par effet de logique, la seule personne, ce serait lui, en fait, tu vois un peu, la grande sœur Riri, c'était un peu ça ce qu'il voulait signaler. Mais effectivement, là, je veux le réitérer, Ouattara, d'un point de vue de la Constitution, n'a pas le droit de se présenter pour un 4e mandat. Ça, c'est sûr, ça, c'est clair. Voilà. Et nous allons toujours nous battre contre ça. Nous allons dénoncer ça. Et comme la grande sœur Riri a dit, de gré ou de force, Ouattara ne sera pas candidat aux élections présidentielles. Voilà. Donc, il n'a qu'à s'attendre à ça en même temps. Parce que trop, c'est trop. Voilà. Trop, c'est trop. Bon, merci beaucoup, grande sœur, pour cette poignante intervention. Et grand frère Kipré, à toi de nous donner aussi ton avis. Voilà. Bon, moi, perso, comme j'ai dit là, moi j'ai grandi dans un environnement où mon père me faisait lire les journaux, il fallait regarder le journal, donc j'ai suivi de près plein d'événements qui sont passés en Côte d'Ivoire. Donc, au vu de comment ce monsieur-là même est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qui peut nous étonner au fait? Quelqu'un pour une candidature, il y a eu une rébellion pour ça, pour qu'il puisse être candidat. Il y a eu une rébellion. Pour qu'il s'asseye à la magistrature suprême, pour qu'il devienne président, il y a eu plus de 3000 morts. Tu vois? Donc, ça, la condamnation de Laurent Gbagbo, il veut dire que si c'était pas ça, ça allait être autre chose. Voilà, donc ça ne m'étonne pas que Laurent Gbagbo soit écarté, qu'il soit condamné, que je sais pas comment je veux dire ça encore.
je sais même pas quel mot employer, mais juste pour dire que les gars, ils sont prêts à tout. Et donc là, pour continuer, je vais me référer au dernier discours de Nadi Bomba qui a dit que faut qu'on soit vigilant. Le problème là, c'est pas la réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, mais c'est que Laurent Gbagbo gagne les élections. Donc, il faut qu'on reste mobilisé parce que derrière l'inscription, il y a aussi la question des parrainages. Il y a encore plusieurs éléments qui peuvent peut-être invalider, disons, même si son nom est sur la liste, il y a certains éléments qui pourront peut-être invalider sa candidature. Donc, c'est à tous ces éléments-là qu'il faut se préparer. Voilà. Donc, moi, personnellement, tout le monde sait que Laurent Gbagbo n'a pas braqué la BCEAO. Parce que quand il braque, là, bon, l'argent qui a été braqué, là, ça servit à quoi en temps normal? Nous étions en Côte d'Ivoire. Cet argent-là, le monsieur l'a dit dans l'élément que tu as présenté, on devait payer les pensions de retraite. Il n'y avait pas l'argent, donc il a fallu que le président prenne ses responsabilités. Il a réquisitionné la banque. Ils ont payé comment on appelle ça, les pensions de retraite. Il y avait même un projet de lutte contre le choléra dans certaines zones qu'il fallait financer. Donc ils l'ont fait. Ils ont aussi payé les fonctionnaires d'État. Voilà. Le président Gbagbo a passé combien d'années à la CPI? Ils ont fouillé dans tous ses comptes, ils n'ont rien trouvé. Ou bien il a braqué la banque pour faire cadeau. Non, tout le monde sait que tout ça, c'est moi, je ne sais même pas comment il faut dire ça. C'est de la poudre aux yeux. C'est juste pour justifier le fait qu'on le mette à l'écart. Voilà, ils ont envie de se donner une bonne raison. Mais bon, nous, on sait. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas étonné. Comme je dis, je ne suis pas étonné des pratiques de ce monsieur. Moi, je ne suis pas étonné. Quand tu prends, par exemple, même quand tu regardes aujourd'hui la Côte d'Ivoire, avec tout ce qui se passe, depuis que eux ils sont là, leur gestion, tout le détournement, tous les fonds qui sont venus de l'étranger, qui ont été détournés, tout ça. Est-ce que tu as vu une sanction de l'Union européenne? Non. Mais rappelez-vous, en 98 ou bien 99, temps de Bédier, pour 18 milliards, l'Union européenne a cessé ses activités à la Côte d'Ivoire pour 18 milliards. Donc les gars, ils sont prêts à tout. Ils sont même allés faire un film poudrière identitaire pour salir la Côte d'Ivoire. Donc quand tu regardes l'ensemble des pratiques que les gens qu'ils ont pu faire pour arriver là où ils sont, condamner Laurent Gbagbo pour un casse de BCEAO, pour eux, c'est rien en fait. Donc moi, tout ce que je peux dire, c'est que nous, on connaît la vérité, les faits sont là. Ils ont juste envie de trouver une raison pour justifier leurs mauvaises actions. Donc on est dedans. Moi, comme je dis, je fais confiance au président Laurent Gbagbo parce qu'il a toujours marché dans la vérité, il a toujours respecté les règles. Donc, pour cela, je pense que je peux dire la vie, on va finir par avoir raison. On va finir par avoir raison, on avance petit à petit. Voilà. On avance petit à petit parce que ces derniers-là, ils ont plusieurs tours dans leur sac. Donc on va passer les étapes, les épreuves, une à une, jusqu'à ce que ce système gagne. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, merci beaucoup. En fait, ton intervention m'a donné beaucoup de... En fait, ça m'a fait penser à beaucoup d'éléments vidéo que j'ai déjà regardés ces temps-ci. En fait. Ton intervention m'a fait penser au fait que, par exemple, dans une de ces interviews, le ministre Awa Domelo avait dit que, en gros, ce qu'ils ont fait depuis 2010, là, c'est que tout ce qu'ils ont fait de mal, là, ils ont mis ça sur le président Laurent Gbagbo. Et puis tout ce que le président Laurent Gbagbo a fait de bien, ils ont mis ça sur Ouattara. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça en fait. Le pont HKB là, les financements étaient déjà là, même les attentes, les trucs là, les pieux, tout ça, je crois que ça avait déjà été commencé. Bon, on dit tout ça, c'est Ouattara qui a fait. Mais je ne coupe pas. Hein. Ouais. L'autoroute du Nord. Voilà. C'était déjà à la porte de Yamoussoukro. Voilà, l'autoroute du Nord. Le CHU d'Angré. Le CHU d'Angré, beaucoup de gens ne savent pas, mais ça faisait partie d'un truc de dédommagement des déchets toxiques. Le CHU d'Angré est en Angré. C'était déjà fini même. Les bâtiments étaient finis, tout, il restait les équipements. Quand Ouattara est venu, on dit oui, c'est lui, tu vois.
Donc il y a plein de choses qui étaient déjà lancées, qu'ils ont peut-être, je dis, à la limite achevées. Puis bon, c'est eux qui ont fait, quoi. Ouais, exactement. En fait, il y a beaucoup de trucs comme ça, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Par exemple, eux, ils sont là toujours en train de dire RHDP, Rassemblement des Adventistes pour la démocratie. Mais ils ne sont pas démocrates. Ils ne sont pas démocrates. Ce sont des autocrates, ce sont des dictateurs. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait passer dans leur com à l'époque? Ils ont fait passer dans leur com à l'époque que c'est le président Gbagbo qui est un dictateur et que c'est Ouattara qui est un démocrate. Mais regardez-moi ce mélange de genres. C'est incroyable. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux et grâce à tous les moyens d'information qu'on a, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, on arrive à comprendre toutes les techniques de communication qu'ils ont utilisées contre nous, en fait. Parce que ce n'était pas sur nous, c'était contre nous, carrément. Et ça me rappelle aussi, tu as dit que Ouattara n'a pas gagné les élections. Et en fait, ça me rappelle une autre vidéo que j'ai faite récemment par rapport à même l'accession de Ouattara au second tour. Ouattara n'accédait pas au second tour. Mais pour comprendre ça, ça va pas être, c'est pas facile à comprendre comme ça. Moi, pour comprendre, j'ai dû mettre en relation le fait que le président Bédié, paix à son âme, avait fait une réclamation, mais hors délai. Ça, c'est un. Et en plus, j'ai mis ça en relation avec le fait que l'ambassadeur, à l'époque, le diplomate français, ambassadeur à l'époque de la France en Côte d'Ivoire, avait dit que Bédié, lorsqu'il avait terminé son mandat en Côte d'Ivoire, il est parti voir, saluer le président Bédié, lui dire au revoir. Et puis, dans son adresse, devant, je sais pas comment, une sorte de conférence de presse, il a dit que le président Bédié avait accepté de ne pas aller au second tour. Mais donc, le président Bédié a fait réclamation pour annuler, il a fait une réclamation pour l'annulation du premier tour. Parce qu'il y a eu de graves irrégularités qui ont entaché la sincérité du scrutin. C'était ça le motif de sa réclamation. Mais en fait, sa réclamation a intervenu 3 jours après le délai qui permettait de faire la réclamation. Parce qu'il faut 3 jours, il faut faire sa réclamation 3 jours après. C'était 600 000 voix, il dit qu'il avait été expolié de 600 000 voix. Voilà, exactement. Ouais, c'est ça le truc. Et c'est comment il s'appelle Aoussou Jano, si je ne me trompe pas, qui était chargé de faire la réclamation en fait. Exactement. Donc, tout le monde sait qui était Aoussou Jano. Voilà, il a déposé la réclamation hors délai et puis le Conseil constitutionnel n'a pas validé, voilà, parce que c'était hors délai. Exactement. Et moi, quand je mets en relation ces deux trucs-là, c'est-à-dire les mots de l'ambassadeur et la réclamation hors délai, je me dis, tiens, il y a un truc là. Ça veut dire que en fait, Ouattara n'accédait pas au deuxième tour. Et en fait, c'est les voix de Bédié qu'ils ont volées. Ils ont volé les voix de Bédié pour lui permettre d'accéder au deuxième tour. Voilà ce qui s'est passé. Calcul simple ainsi concernant le deuxième tour, le premier tour, il y a une relation simple. Quand tu fais les voix de Ouattara plus les voix de Bédié au premier tour, ça donne le résultat qu'ils ont donné à Ouattara au deuxième tour. Je ne sais pas si tu comprends. Ah bon? Ils ont fait une addition simple. Ils ont fait un truc simple, quoi. C'est simpliste. Alors que l'élection, c'est pas mathématique, tu vois. Ils se foutent de nous, ces gens. J'avais même pas fait la remarque, ça. Merci beaucoup pour cette remarque. Très, très intéressante, je trouve, quand même. Donc, ils ont fait une addition banale, comme on fait au CP1, quoi. 1 + 1 = 2. En mode les élections présidentielles. C'est pour ça que en 2010, bon, maintenant c'est difficile à trouver tout ça. C'est pour ça que ceux qui ont archivé là, vraiment, ils ont de la chance. Mais tu vois, il y a plein de procès-verbaux où il y avait plus de votants que d'inscrits. Tu vois, il y avait plein de trucs comme ça qui circulaient, surtout dans la zone à partir du centre là-bas jusqu'au nord. Ouais, effectivement. Encore, j'ai vu même quelques vidéos que Jenny Pacheco avait fait. J'ai partagé à l'instant, je crois.
Dans cette vidéo-là, il y a 4 ou 5 organisations, des observateurs des élections qui ont fait des déclarations pour démontrer même que le scrutin au nord, le deuxième tour, s'était vraiment très mal passé. Donc tout est là en vrai, tout est là, mais c'est comme ceux qui sont assis, on est là doucement. De toute façon, au fil du temps, on va faire éclater la vérité. Voilà quoi, en fait. Et merci beaucoup pour ton intervention. En plus, ton intervention m'a fait penser aussi du coup à l'adresse de Nadi Babou, qui a demandé aux Ivoiriens. En fait, elle s'adressait aux femmes, aux messagères du président Gbagbo, mais en fait, en même temps, par extension, elle s'adressait à tous les Ivoiriens. Et quand elle a dit que, en fait, elle a fait passer une vidéo du président Gbagbo à l'époque, je ne sais même plus ça date de quel mois, je pense que ça date de 2025 ou bien ça date de 2024 même, j'ai l'impression, où il disait que le combat que nous sommes en train de mener, ce n'est pas un combat pour être sur la liste électorale. Effectivement, si on est sur la liste électorale, ça fait des enjambées en plus. Mais c'est pas un combat pour être sur la liste électorale, c'est un combat pour être candidat et gagner les élections. Et ça, c'est fondamental, en fait. C'est-à-dire, c'est fondamental. Nous, actuellement, là, le but, là, c'est d'installer le président Laurent Gbagbo au pouvoir. Et d'après lui-même, il va nous redonner le pouvoir. Mais en fait, c'est clair comme de l'eau de roche, crystal clear, comme on dit en anglais. En fait, c'est clair comme de l'eau de roche. Et là, c'est sur ça qu'on doit se focaliser. C'est ça notre combat actuellement. Parce que trop, c'est trop. On ne doit pas prendre le risque de laisser Ouattara rester 5 ans de plus. Parce qu'on est mort. Et Loba, excuse-moi. Oui, vas-y. En plus de ce qui doit être candidat, ce qui est essentiel aussi, c'est de réviser aussi la liste électorale. Parce qu'on ne peut pas aller aux élections avec une telle liste, en fait. Puisqu'il y a plein d'irrégularités. Ça serait un suicide carrément. Donc ça aussi, il faudrait qu'on se penche aussi là-dessus. Comme on a commencé depuis à le faire, en fait. De dénoncer ça aussi. Oui, merci beaucoup. Parce qu'effectivement, il faut un audit de cette liste électorale, comme le PPACI le réclame officiellement. Il faut un audit. En fait, toute l'opposition, hein, en tout cas, toute l'opposition semblerait le demander. Mais en tout cas, ce que moi je sais, ce dont je suis sûr, c'est que le PPACI demande un audit de la liste électorale. Et quand il demande un audit de la liste électorale, ce n'est pas en partant de rien. C'est parce que le PPACI a fait une analyse détaillée de la liste électorale actuelle, provisoire actuelle, et il a relevé plein d'irrégularités des personnes qui sont sur la liste électorale et qui n'ont pas le droit d'y être. Des gens qui n'ont pas le nom de leur mère, on ne sait pas qui est leur mère. Bon, eux, ils sont nés, bon, voilà. Après, il peut y avoir des orphelins, mais il y a des gens, il y a des femmes qui ont plus de 500 enfants. Ah, bon, après, soyons sérieux un moment, quoi. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est-à-dire que l'Afrique, c'est on a tous les secrets de la fertilité, quoi. C'est-à-dire, vraiment, c'est incroyable, quoi. On a des gens qui sont nés avant leurs parents. Bon, en fait, voilà, tout ça, on a fait cet état des lieux-là et on est parti, on a publié ça. On a soumis ça à la CEI et on leur a dit, nous, on a besoin d'un audit. Un audit indépendant qui va nous permettre d'épurer la liste électorale. Ça, c'est un, parce qu'on finit de faire un audit, qu'on retrouve les irrégularités, que les irrégularités sont identifiées et confirmées, on les enlève, on les retire de la liste électorale. Une fois qu'elles sont retirées de la liste électorale, il y a un stock de personnes, parce que la CEI prévoyait, je ne sais pas, 4 millions de nouvelles personnes qui pouvaient s'inscrire, qui étaient en âge de voter, en plus sur la liste électorale. Et en fait, il y a eu même moins d'1 million de personnes qui se sont inscrites dans cette dernière révision de la liste électorale, dans ces derniers enrôlements. Donc,
le stock qui reste là, les 1 million, les 3 millions et quelques là, bah, on doit leur permettre de s'inscrire. Donc, il faut refaire une révision de la liste électorale. Donc, voilà un peu. Et maintenant, quand on a tout ça, surtout, il faut que le président Laurent Gbagbo soit candidat, mais il faut que tous les autres candidats potentiels soient candidats. Ceux qui ont le droit d'être candidats doivent être candidats parce que ça permettra aussi à Ouattara de ne pas tricher. Il faut comprendre ça comme ça. Voilà, parce que Ouattara, lui, il a intérêt à ce qu'il n'y ait pas trop de candidats, comme ça, ils vont pouvoir tricher. Voilà. Donc, voilà. Il faut que tous ceux qui veulent être candidats soient candidats. Ça aussi, c'est important. Ça, c'est un aspect très important. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Je ne sais pas si, voilà, on a deux nouveaux venus qui sont montés. Bon, déjà, vous pouvez commencer à souhaiter vos vœux au président Laurent Gbagbo. Et puis ensuite, donner votre avis sur les différents sujets qui ont été abordés depuis le début. Donc, je vais donner la parole à Keita TI parce que lui, il était monté avant M. Goli. Donc, s'il est là, il peut activer son micro et puis s'exprimer. Monsieur Keita TI, vous êtes en pause. Hein? Vous êtes en pause. Est-ce que vous êtes là? Bon, monsieur Goli, allez-y, prenez la parole. Monsieur Keita, sortez de votre pause, s'il vous plaît. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, bonsoir, monsieur Goli. On vous entend. Allez-y. Donc, j'aimerais déjà débuter. C'est vrai qu'on est en jour 1 après l'anniversaire du président Laurent. La seule chose qu'on peut lui souhaiter pour le moment, c'est d'avoir déjà une santé de fer, qu'il puisse. Vous m'entendez, hein? Oui, on vous entend pas. Oui, on t'entend très bien. Oui. Une excellente santé et comme de millions d'Ivoiriens. Donc, j'espère qu'on va y arriver et puis il sera candidat. Voilà. Mais déjà, j'aimerais en Afrique du Sud en son temps qui avait débuté, ce n'était pas la lutte contre le multipartisme, c'était la lutte contre l'apartheid. Mais en Côte d'Ivoire, faisons, grâce au président Laurent Gbagbo, nous faisons partie des précurseurs de ceux qui demandaient en son temps le multipartisme. Et ça a été de haute lutte, il l'a obtenu. La preuve en est même qu'il fait partie de ceux qui ont facilité la création du RDR à travers Denis Kobena. J'ai compris un peu pourquoi le RDR ne rend jamais, si je peux dire, qu'il ne rend jamais hommage. Ils savent qu'en invoquant son nom, on saura déjà que c'est grâce au président Gbagbo qui lui a donné ce sage conseil-là, qui a pratiquement participé à l'écriture des textes fondamentaux de ce parti. Donc, pour moi, déjà, il a mené une grande lutte qui, on espérait, allait de permettre à la Côte d'Ivoire d'être un pays quand même qui allait de connaître une démocratie vraie. Et lorsqu'il accède à la présidence, je me dis là aussi, il va organiser une élection, si on s'en souvient, que l'élection municipale, avec une série où le RDR va être l'un des partis qui va remporter plus de sièges. Donc, c'est un grand homme. Moi, en tant que fonctionnaire, je lui dis merci beaucoup à lui, parce qu'il a permis quand même de mettre fin au décochage des fonctionnaires. C'est grâce à lui, on dit qu'il n'a rien fait pour les fonctionnaires, mais je dis c'est exagérément faux. S'il y a un président qui a permis aux fonctionnaires d'avoir le salaire que nous avons aujourd'hui, c'est grâce au président Laurent Gbagbo qui avait quand même pris cette décision dès son avènement au pouvoir, qui avait certaines promesses de campagne, qui a mis fin au décochage des fonctionnaires. Je me dis déjà que c'est déjà quelque chose. Lui-même qui n'est pas fouettiste, il avait en son temps, malgré les difficultés, il avait décidé de faire de Yamoussoukro la capitale. Et les travaux véritablement avaient commencé. Il avait dit, je ferai le transfèrement de la capitale d'Abidjan à Yamoussoukro. C'est une vision. Et on voit aujourd'hui que
franchement, il a vu loin, vu que malgré les travaux intensifs qu'on fait à Abidjan, vous voyez que dès lors que la ville est totalement saturée, n'arrive plus à respirer, et il suffit d'une petite pluie, nous voyons déjà les effets. Donc c'est quelqu'un qui avait une vision pour la Côte d'Ivoire, une vision réaliste, une vision pragmatique, malgré les difficultés, parce que je me dis que ce coup d'État et cette rébellion, il était là au mauvais moment, parce que tout compte fait, il fallait tout faire pour qu'un individu soit candidat dans ce pays-là. Ça aurait été lui, Bédié a subi les frais, Bédié a suivi, et le président Laurent Gbagbo aussi était là au mauvais moment. Donc, comme c'était un objectif qui était poursuivi, malsain surtout, qui était poursuivi, je me dis qu'il s'est retrouvé là et il a subi les affres. C'était pas une rébellion, c'était un coup d'État. Donc, je salue déjà tous ceux qui sont tombés pour ce monsieur-là, pour cette liberté, pour pouvoir faire en sorte que l'État de Côte d'Ivoire soit debout. Les Ivoiriens civils et les militaires qui se sont battus, je pense que j'ai une pensée pour ceux-là. Voilà, c'est une lutte, elle continue. Il a fait la prison pendant des années. La CPI est la dernière en date. Et là encore, on a vu qu'il a mené encore ce combat avec dignité. Il avait dit que j'irai jusqu'au bout. Et effectivement, il allait jusqu'au bout. Voilà. Mais rapidement, je vais quand même essayer, si vous me permettez, de dire que aujourd'hui, si nous voulons que, franchement, le président Laurent Gbagbo revienne au pouvoir, c'est simplement parce que pratiquement, il a géré le pays pendant 2 ans, et en 2 ans, nous voyons véritablement le sacrifice. Ce qui déjà, il fait partie des programmes même qui a été publié à la librairie. Donc, il avait une vision pour ce pays-là depuis longtemps. Il avait une vision pour le pays depuis longtemps. Malheureusement, il n'a pas pu mettre en place si je peux dire, son programme. Nous voulons encore véritablement qu'il revienne au pouvoir pour que, déjà, avec le peu que nous avions eu, malgré que le pays était en guerre, mais rares sont les Ivoiriens qui ici a donné à l'immigration. En son temps même, on disait que l'argent circulait. On disait que les Ivoiriens vivaient mieux hier en temps de guerre qu'en temps de paix. Parce que les réalités d'aujourd'hui sont telles que, franchement, après 15 ans de mandature du RHDP, sans oublier que je bifurque rapidement un peu, c'est grâce à lui que ce président actuel a pu s'endetter jusqu'à aujourd'hui. Parce que celui qui a soldé une partie de la dette à travers l'initiative PPTE, il aurait pu utiliser cet argent aussi pour se faire valoir. Mais non, il a utilisé véritablement, créant le budget sécurisé. Ça lui a permis de solder une partie de la dette pour que nous puissions, qui est passé de 7 000 milliards à 2 000 milliards lors de l'initiative de PPTE, lorsque nous avons atteint le point d'achèvement en 2012. Donc, c'est un grand homme, c'est un humaniste, c'est un père, et je pense que, franchement, je ne sais pas comment je vais vous le qualifier, mais c'est quelqu'un qui avait cette vision-là pour la Côte d'Ivoire. Malheureusement, il était là au mauvais moment où des esprits maléfiques, si je peux les qualifier comme ça, voulaient coûte que coûte faire en sorte que quelqu'un soit candidat. Et les 3 présidents que j'ai cités en ont subi les frais. Voilà. Aujourd'hui, nous voyons dans quoi nous sommes, et franchement, ce n'est pas rose. Ce n'est pas rose. Les difficultés sont réelles. La dette est là. Et l'impact de cette dette sur les populations est quasi inexistant. Quand on ne parle de bilan, vous voyez qu'en face, on nous présente uniquement que des infrastructures. Plus de 30 milliards de dettes. J'ai toujours dit, sur cela, vous nous voyez que nous produisons ces infrastructures, c'est tout juste une porte ouverte vers les détournements. Et les détournements sont légion. Vous voyez qu'ils se sont partagés totalement le gâteau. Ils se sont créés des postes où, véritablement, ils ne font que piller les deniers publics, même soi-disant les infrastructures qu'ils ont eu à construire, surtout quand ils mettent en exergue les routes, n'oublions pas que ce sont des routes, la majeure partie du temps à péage, où les Ivoiriens payent pour pouvoir y accéder. Et bientôt, nous allons connaître aussi, si je peux dire, comment on appelle ça, des hausses au niveau du transport. Pour nous qui sommes à Boaké seulement passera déjà même c'est à 7 000, passera de 7 000 à 8 260. La justice, on n'en parle pas. Les cas sont légion. Le cas Komé Bakary aujourd'hui, qui s'est approprié pratiquement toute la Côte d'Ivoire, est totalement le genre, il se promène sans qu'il y ait franchement une justice qui soit à mesure de pouvoir véritablement le condamner. Les détournements, si ça devait être un sport national, international, je pense qu'ils ont été les champions de toutes catégories. Voilà, ils ont été les champions de toutes catégories. Les logements sociaux, la vie chère aujourd'hui, force est de constater que se nourrir est devenu maintenant un problème, un nœud gordien pour les Ivoiriens. Voilà.
5 000 francs même ne peut pas te permettre à ce que tu puisses manger à ta faim. Le panier avant, on parlait du panier de la ménagère. Après, on a parlé de la main du ménager, mais je pense que la ménagère elle-même, elle n'existe plus. Voilà. Sous ce régime-là, la ménagère, même, franchement, a pris une retraite anticipée et on salue d'ailleurs parce que, franchement, ça ne va pas. C'est nous, les hommes, maintenant, même, on peut pas lui faire le marché parce que, franchement, les femmes, même, elles ont totalement démissionné tellement que la vie est chère. Les hommes se sont transformés totalement en garçons. Les hommes se sont transformés en femmes. Aujourd'hui, c'est un phénomène qu'on n'en parle plus, mais ça dépend des réalités que cette jeunesse-là vit. France 24 en a fait un reportage. C'est seule l'immigration qui est l'espoir de cette jeunesse et c'est malheureux. Et on nous tague d'avoir construit des universités. Mais lorsqu'on construit des universités avec tous les moyens qu'ils ont eu et que en face, il n'y a pas une politique d'emploi, mais c'est totalement un échec. 15 ans après, ils viennent nous brandir quand on leur parle. On a construit une université, on a construit 600 écoles. Mais vous voyez pas que c'est un débat qui est creux. On a besoin de l'eau, de l'électricité. Ça, ce sont des choses basiques pour un État sérieux. Ce sont des choses basiques. Mais avec ce cas. Je te dis, parce qu'en fait, eux, ils font comme s'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Mais si le président Gbagbo était là, il aurait fait ça aussi. Enfin, on ne prend pas des armes pour venir mettre de l'électricité, quoi. Enfin, voilà. Moi, je sais pas, je trouve ça incongru, quoi. Merci beaucoup, camarades. Continue. Ce débat est un peu creux. Est-ce qu'aujourd'hui, là, ils vont se targuer de dire que c'est grâce à eux que nous tous on a les décodeurs? C'est pas grâce à eux. Ils ont construit combien de centrales thermiques, combien de barrages hydroélectriques? Rien, pratiquement, si ce n'est que le barrage de Soubé. Aujourd'hui, on bénéficie de tout ça. La CEE, c'est une société privée. Plus elle a des souscripteurs, plus son chiffre d'affaires augmente. Aujourd'hui, le coût de distribution et de production ont totalement baissé. N'oubliez pas que quand les Blancs commencent à changer plus ou moins de système en matière d'électricité, nous, les Blacks, nous profitons. Il n'y a pas un gouvernement qui n'a pratiquement rien bâti comme élément pour pouvoir distribuer de l'électricité qui va se taguer. À chaque fois, on a donné de l'eau, non. Et c'est pas gratuit. Les compteurs à 4 là, mais c'est l'évolution. La vie, elle est dynamique. On a fait des scanners. Prenez les hôpitaux. Moi, je suis à Boaké, mais je peux te dire que si le jour où tu viens, tu es de passage, qu'on s'échange, je t'envoie au CHU de Boaké. Si tu es un cinéaste là, si tu es quelqu'un qui peut faire un film d'horreur interdit même pour moins de 18 ans, au moins de 21 ans, tu vas voir que franchement, dans quoi nous sommes là, toi-même, tu n'as pas quoi. C'est déplorable. C'est déplorable. C'est déplorable. Mais à quoi servit tout cet argent? Tout cet argent que les Ivoiriens vont rembourser à travers leurs impôts, à quoi ça sert? Mais nous tous, on sait à quoi ça sert. Lorsqu'on est un pays pauvre, très endetté et qu'on peut se targuer d'avoir président, vice-président, haut représentant du chef de l'État, ministre-gouverneur, ministre-conseiller du chef de l'État. L'autre fois, j'étais sur une télévision, le haut représentant n'était pas là. On dit le représentant du haut représentant du chef de l'État. Mais tous ces postes-là, lorsque vous êtes partagés, tous ces salaires, tout cet argent, mais qu'est-ce qui reste pour le peuple? Il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien. On est obligé forcément, nous vivons au-dessus de nos moyens. Nous sommes obligés forcément de nous endetter. C'est comme une femme là, on fait le fit, une fois que tu as gratté à la surface, il n'y a pratiquement rien, c'est totalement vide. C'est totalement vide. C'est pour cela que nous voulons l'alternance, parce qu'il va falloir que cela parte, pour que nous puissions savoir le gouffre dans lequel nous sommes plongés, parce que le gouffre, il est profond. Il est profond. Nous vivons ce pays-là via 100 à l'heure. Donc, arrivé à un certain moment, je suis un peu peiné que ce monsieur-là a tout fait pour que nous puissions, il a lutté, il a donné sa vie pour que nous puissions avoir le multipassif. Face à qui? Face au président Félix Houphouët-Boigny. J'ai toujours dit, si le président Félix Houphouët-Boigny, on sait ce qu'il était, on connaît sa puissance, il voulait nuire à ce monsieur-là. Je pense qu'il avait tous les moyens de le faire, mais il savait que, il a dit, tu me ressembles. Il savait que, franchement, à travers ce monsieur-là, à travers sa lutte qu'il est en train de mener, que lui-même hier, il a eu à mener une lutte, à travers cette lutte-là, c'est quelqu'un qui a de la valeur. C'est quelqu'un qui peut apporter quelque chose pour ce pays-là. C'est pour cela, franchement, certes, il a essayé tant bien que mal de lui créer des difficultés, mais il lui a laissé la vie sauve pour qu'il puisse continuer cette lutte qu'il a menée. Mais malheureusement, aujourd'hui, lorsqu'on voit tous ces sacrifices qu'il a consentis, et on en est là, à quelques mois des élections, on en est là. Même la liste électorale, on n'est même pas en mesure d'avoir une liste électorale complète. On est le seul pays où, pendant les élections, des morts viennent, ils votent, et puis bon, faut regarder ce qu'on donne le taux de résultat, c'est un peu aberrant. C'est un peu aberrant. Franchement, je vais m'arrêter là, j'ai parlé un peu beaucoup. Mais franchement, je lui dis déjà merci. C'est dur. Mais 5 ans quoi avec ces gars-là, remarquez qu'aujourd'hui, l'AVC est devenu une maladie banale dans ce pays. Quand tu vois quelqu'un qui a un AVC, tu lui dis même plus bonne guérison, tu lui dis collègue, parce que tu sais pas quand ton tour. Tellement que les Ivoiriens même, on est là, on parle pratiquement seul. Les difficultés sont celles que quand on va au supermarché maintenant, on va à nos portables, on préfère calculer à la place des caissiers.
Parce que les réalités sont telles, on a peur même de pouvoir rentrer dans un supermarché pour faire des achats. On a peur. Aujourd'hui, la sauce là, lorsque ta femme a préparé, la sauce même ne t'attend plus à bas. La sauce ne t'attend, avant même ça, au moins il y avait une coloration. Maintenant, il n'y a plus rien. La viande là, c'est devenu un luxe pour des Ivoiriens. Nous attendons chaque fête pour essayer quand même de donner cette opportunité là aux enfants quand même d'avoir une mâchoire quand même qui travaille. 15 ans sur ce pouvoir là. S'il y a tellement à dire, c'est malheureux. Et c'est pas pour cela qu'il ne veut pas ouvrir le jeu démocratique. Il veut forcément s'imposer. Parce que si on veut regarder, on veut débattre secteur par secteur sur le bilan, moi je suis un pédagogue souffré, je vais dire que le bilan est totalement médiocre. Merci beaucoup. Ouais, merci Kama. Je sais pas comment on fait pour applaudir, sinon j'allais t'applaudir. Ouais, il a tout dit. Il a tout dit, hein. Surtout la partie où il dit, quand il va au supermarché, il faudrait calculer, il sort sa calculatrice, vraiment, c'est triste. Et c'est dommage, en fait, ce pouvoir-là nous a réduits à comme des misérables, quoi. Mais c'est ça, on n'a plus de dignité. C'est grave, quoi. C'est vraiment... Et puis, tu vois, en fait, moi, ça me fait plaisir, en fait, qu'on utilise cette lucarne-là. Ma lucarne, aujourd'hui, ça peut être la lucarne de quelqu'un d'autre. En fait, les gens ont besoin de se vider. Les gens ont besoin de parler, de s'exprimer pour se vider. Parce que ça, souvent même, c'est ça. C'est le problème, là, même, qui donne AVC. Quand tu as trop de problèmes... C'est une thérapie. C'est une thérapie, le fait de s'exprimer. Le fait de s'exprimer, de parler. Parce que souvent, je disais ça hier, les gens ont rigolé, mais souvent, là, quand tu parles pas comme ça, ta gorge, là, ça devient goitre. C'est comme goitre. C'est-à-dire, ça s'accumule, et quand peut-être même ça va exploser. Donc, en fait, c'est bien de s'exprimer, de parler. Et aujourd'hui, le fait que le président Laurent Gbagbo soit revenu maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça a décrispé un peu les Ivoiriens. Oui, ça donne l'assurance, en fait. Oui, ils arrivent à s'exprimer maintenant, à parler. Et ça, c'est bien, ça, c'est bien. Et ça, c'est ça aussi l'influence d'un grand homme, le président Laurent Gbagbo. Vraiment, merci beaucoup, frère, pour cette intervention. Moi, je ne sais pas, celui qui va passer après toi, vraiment, il a du pain sur la planche. Ben, Lolo Gouar, il est 2h du matin ici, donc je vais prendre congé de vous et c'est un très bon panel. Okay. Vraiment, avec le PPACI, vraiment, on a des panels de qualité parce que la plupart de ces hommes et de ces femmes ont de la matière grise. Donc, c'est tout ça. Draman craint et il veut pas que notre leader soit à la tête de notre nation parce qu'il sait ce que on va développer dans notre pays. Moi, ce que je peux dire comme mot de fin, vraiment, que les Ivoiriens se mettent tous derrière le président Laurent Gbagbo parce que Laurent Gbagbo est le président qu'il faut pour cette nation. C'est tout. C'est Laurent Gbagbo qu'il faut pour cette nation à cause de la vision qu'il a, à cause de ses idées qu'il a, parce que c'est quelqu'un qui est là pour l'intérêt de sa nation, pour le bien-être de sa population. C'est ce qui l'intéresse. C'est pour cela que depuis longtemps, plus de 30 ans, il a donné de sa vie, de sa jeunesse pour se mettre au profil des intérêts des Ivoiriens. Donc, si nous ne voulons pas subir la souffrance, le mépris, la méchanceté de ce RHDP-là, faudrait pas qu'on le suive. Mais si on veut être libéré de toute cette souffrance-là, vraiment, qu'on se mette tous derrière lui, afin qu'il refixe les clous comme il a dit, il sait ce qu'il va faire avant de partir. Mais il est très essentiel que ça soit le président Gbagbo qui soit à la tête de cette nation-là lors de ces élections. C'est impératif, c'est impératif, c'est impératif. On est condamné à ce que ce régime RHDP ne soit pas à la tête de cette nation. Parce qu'il y a plein de conséquences, il y a plein d'enjeux qui vont suivre. Donc, on a intérêt, en fait. On a intérêt à se libérer de ce régime, je sais pas dit démoniaque ou bien, je sais pas quoi. Vraiment. C'est le bon terme, c'est le bon terme, démoniaque. Trop, c'est bon, comme ça suffit. Draman, c'est bon. Tu nous as assez maltraités. C'est bon. On ne veut plus de ton expertise, ça suffit. Parce que tu as assez détruit les Ivoiriens comme ça, c'est bon comme ça. Faut partir avec ta clique là. Donc, merci encore, et puis que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, vive la Côte d'Ivoire, vive tous les Ivoiriens, et puis vive le président Laurent Gbagbo. Que Dieu nous bénisse, et puis bonne soirée à tous. Merci beaucoup à grande sœur Iri d'être venue sur le panel. C'est ton panel, hein, tu viens quand tu veux. Bon, moi, je vais essayer de faire de temps à autre comme ça des panels. Voilà. Moi, ça m'arrive de faire beaucoup de recherches, donc en fait, c'est bizarre, mais quand je découvre des choses, j'ai envie de les partager.
souvent, la plupart du temps, je fais des vidéos, je les publie. Donc, oui, n'hésitez pas à venir aller sur ma page aussi pour voir un peu quelques vidéos que je passe, je publie. Enfin, j'essaye de mettre certaines communications dedans, voilà, pour souvent contrecarrer un peu on va dire les pièges du camp d'en face. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être monté. Franchement, ça me fait beaucoup plaisir. Et puis bon, on est à la prochaine. Passe une bonne soirée. Merci à toi aussi. Enfin, bonne soirée, bonne nuit du coup. Je voulais rebondir sur les propos de la grande sœur Riri qui a dit que c'est un combat, on n'a pas le choix. En fait, c'est totalement ça, quoi. C'est-à-dire que c'est un combat que les générations passées n'ont pas mené. Et comme les générations passées n'ont pas mené, ou en tout cas, elles ont tenté de mener, mais je sais pas, il y a quelque chose qui a manqué. Parce que je veux pas, comment dire, minimiser le combat des gens qui nous ont précédés, mais en tout cas, il y a certainement eu des manquements, ce qui fait que ça n'a pas marché. Et en fait, c'est parce que ce combat n'a pas marché dans le passé qu'aujourd'hui, aujourd'hui encore, on est contraints à le mener. Et si nous ne voulons pas que nos enfants, les générations futures, les générations qui vont venir après nous, aient encore ce combat à mener, il faut qu'on se donne corps et âme pour terminer. En fait, le grand frère Kipre le disait hier, on ne se bat pas pour pour enlever Ouattara du pouvoir. On se bat contre le système carrément. En fait, c'est ça en fait la réalité. On doit se battre totalement contre le système qui est là et qui nous maintient dans un engrenage et qui nous empêche de sortir la tête de l'eau. C'est ça la réalité. C'est ça.